Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le fonctionnement même de la CTG, selon vous, est menacé par le RSA? Oui, tout à fait. Et c'était l'occasion, à la demande du président Bussereau, des présidents de l'association de France, de me permettre d'exprimer devant tous mes collègues et en présence également des membres des cabinets ministériels pour signifier que la Guyane, notamment la CTG, courait un risque, on va dire, sur son plan budgétaire, puisque 152 millions, comme vous l'avez dit, en 2017, 162 millions en 2018, une progression de 9%, soit pratiquement 30% du budget de fonctionnement. Donc, à l'occasion de mon passage à Paris, où j'avais été reçu par le président Macron, c'est un point qui avait été largement abordé. Donc, il est important que tous les présidents de France, des départements, nous apportent leur soutien par une motion. Et bien évidemment, c'est un des points sur lesquels nous espérons que le président de la République apportera une solution pour notre budget. On rappelle que la CTG finance le RSA via la caisse d'allocation familiale et que cette année, vous avez pris la décision de ne pas rembourser ces 150 millions d'euros. L'idée, c'est de rembourser en attendant, d'éponger les dettes vis-à-vis des fournisseurs de la CTG. Mais combien de temps ça pourra durer? Eh bien, en tout cas, c'est une décision courageuse que nous avons prise, qui a été saluée par tous les présidents de France. Nous sommes la seule collectivité à avoir signifié cela. Je suis passible d'une saisine par le Conseil de discipline de Bordeaux pour les élus. Mais comme je l'ai dit, j'assume, parce qu'il arrivait à un moment où il fallait véritablement que la Chambre régionale des comptes, que le ministère prenne en considération notre budget. Il faut savoir que dans le RSA, 43% relèvent de personnes qui ne sont pas donc de l'Union européenne, mais que 34% se présentent comme des détournements ou des positions indues. Donc, il était temps qu'aujourd'hui, nous puissions le signifier au niveau du gouvernement, et je crois que nous avons été largement entendus. Vous souhaitez, on le comprend bien, que donc le gouvernement prenne en compte ces revendications. Vous souhaitez surtout que le RSA soit remis aux mains de l'État, ce qui était le cas avant. Et c'est un point sur lequel Emmanuel Macron semble vous rejoindre. Il s'est prononcé en cette faveur également. Quels seront les premiers mots que vous allez adresser au président lors de sa visite? Bien, il est déjà au courant et nous avons déjà échangé les points sur lesquels, pour les Guyanais, nous voulons qu'ils puissent s'en approprier. Nous avons parlé des accords de Guyane, nous avons parlé du cas du RSA et du budget de la collectivité en soi, nous avons parlé des 2 milliards qui suivent. Je n'ai aucun doute sur le président, son courage, sa détermination à s'exprimer pour la Guyane. Mais par contre, il faut savoir que la collectivité en soi, c'est un très bon outil à l'heure actuelle. Que l'on puisse dégripper les lois de dysfonctionnement, les lois de lenteur ou autres, mais c'est un principe fondamental que l'État puisse recentraliser le RSA en nous laissant quand même le reste à charge. Et nous sommes les deux pays, en fait 2 départements pour cela, Mayotte et la Guyane. Par contre, pour mes collègues de France, il est hors de question de recentraliser. Vous semblez convaincu, Rodolphe Alexandre, de l'engagement du président de la République. La Guyane a connu une mobilisation sans précédent cette année. La population est descendue dans les rues pour réclamer ses droits. Le droit à la sécurité, le droit à la santé, à l'éducation, le droit à vivre en paix sur le territoire. Vous rencontrez évidemment régulièrement Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que le président a pris toute la mesure des défis que doit relever la Guyane? Ben, peut-être que je m'engage en mon nom, et peut-être avec celui de ma majorité, mais en toute modestie, je suis persuadé que le président prendra en compte les doléances des Guyanais. Elles sont légitimes pour une bonne part, elles reflètent la situation et la réalité de la Guyane. Vous parlez de l'eau, ben, l'accès de l'eau potable. Moi-même, j'ai condamné le communiqué qui est sorti. On s'est expliqué avec l'Élysée, mais je rappelle que ce communiqué, il date pratiquement de 10 ans. Quand je me suis rendu à Haïti avec le président Hollande, j'avais ce même communiqué qui signifiait ne pas boire de l'eau, ne pas manger des légumes, etc., etc. Donc la faute a été reconnue. Maintenant, le président va s'exprimer là-dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement français a pris en compte nos doléances sur toutes les questions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sur les équipements, sur la formation et sur l'emploi. On y revient dans quelques instants. L'actualité est dense. Je vous propose de revenir à présent sur ce déplacement de plusieurs membres de la Commission européenne en Guyane en ce moment, accompagnés de plusieurs représentants des services de l'État. Ils assurent le suivi des fonds européens programmés pour la Guyane sur la période de 2014 à 2020. Un point d'étape à mi-parcours sur l'utilisation et la programmation de ces financements. Reportage Sébastien Laporte, Claude Gianni.
Entre 2014 et 2020, l'Europe aura consacré 600 millions d'euros à la Guyane. Aménagements urbains, agriculture, éducation, recherche, aide sociale, ces financements accompagnent notre territoire dans tous les domaines de développement. Depuis quelques jours, une délégation de la Commission européenne fait le point avec les services de l'État et la CTG sur l'utilisation de ces fonds. Nous ne sommes pas ici pour un contrôle, nous sommes là pour un comité de suivi, donc un accompagnement de la mise en œuvre des fonds européens, que ce soit le FEADER, le FSE ou le FEDER. La délégation s'est rendue sur le terrain pour rencontrer les porteurs de projets bénéficiaires de ces aides, comme la brasserie guyanaise à Matoury ou encore l'entreprise Délices de Guyane à Remire-Montjoly. L'occasion de relever quelques problèmes techniques liés au versement des fonds européens. Là, nous sommes à plus ou moins d'un tiers sur la programmation qui est satisfaisant. Ce qui pose un petit peu un problème, mais c'est lié aux outillages qui est au niveau franco-français, si je peux le dire comme ça, pour la liquidation de certains paiements vers les bénéficiaires. Dans le domaine de l'aide à l'activité économique, les financements liés au fonds FEDER sont déjà presque entièrement utilisés. Des ajustements sont prévus. Il en est de même pour le financement de la recherche scientifique en Guyane. Si on parle de recherche, il y a par exemple toute la recherche sur la dengue, sur le Zika, mais également de la recherche appliquée par exemple avec le CIRAD sur l'agriculture et l'agronomie. Des projets d'aménagement ont aussi pris du retard, comme par exemple le désenclavement numérique grâce au raccordement du territoire à un câble sous-marin joignant le continent européen au Brésil. Des réponses fermes sont attendues dans les 2 prochains mois afin de lancer ce programme. Le projet de transport collectif en site propre, le TCSP, porté par la communauté d'agglomération du centre littoral, a lui aussi pris du retard, la collectivité ayant attendu des garanties de faisabilité. Ça pourrait se faire. Nous, on devait s'assurer en termes de programmation qu'on ne perde pas ces crédits, parce que si la CACL mettait trop de temps, on sait très bien avec les différents aléas de travaux, et ne consommait pas les crédits avant 2023, il y avait des risques de perte de crédit. Là, on a pu s'assurer de pouvoir programmer ce dossier sur les 2 générations de programmes. Un projet à 150 millions d'euros, dont 40 millions en provenance de l'Union européenne. Rodolphe Alexandre, plusieurs ministres seront aussi présents la semaine prochaine aux côtés du président de la République, notamment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour la 22e conférence des régions ultra-périphériques que vous présiderez. Est-ce que le territoire obtiendra plus d'aide ou des engagements forts au moins de l'Europe à cette occasion? Eh bien, nous en sommes persuadés. D'abord, c'est la première fois que le président Juncker sort du continent européen pour se rendre dans une région ultra-périphérique. La deuxième, c'est que mon mandat va prendre fin à partir de son départ pour la présidence pour Madère. Mais le bilan que nous traçons aujourd'hui est un bilan parfaitement élogieux. Je le dis en toute modestie. Nous avons gagné sur le RGEC, le Règlement général des options par catégorie. Nous avons mis en place des plafonnements d'aide pour les entreprises. Nous avons mis en place les moyens de surseoir sur la fiscalité. Et nous avons surtout obtenu de la directive européenne sur la pêche, la modernisation et la réhabilitation donc, de la flotte de pêche pour l'ensemble des RUP. Nous avons déposé un mémorandum. Malheureusement, je n'ai pas pu y être présent. Ça se passait pendant les événements. Et ce mémorandum va conduire à la politique européenne de 2021 à 2027. Donc ça signifie que pour M. Juncker et la commissaire Crețu et mes 9 collègues qui seront présents, dont 2 ministres du Portugal et d'Espagne, un engagement très ferme par rapport notamment à l'article 359 du traité de fonctionnement de l'Europe. Et je reste persuadé que nous allons donc avoir des éléments importants pour notre développement économique. Je vais vous dire une petite chose, très court. Il y a un point en tout cas qui est non négociable, que nous avons signifié. Pas fondamentalement au président Juncker, mais en tout cas au président Emmanuel Macron, parce que nous avons quand même 2 présidents sur le territoire de la Guyane, c'est le câble sous-marin. Il faut que les Guyanais comprennent que le câble sous-marin permettra un désenclavement, un vrai carrefour numérique pour la téléphonie. Et qu'en l'occurrence, les prix vont être réduits jusqu'à pratiquement à 70%. Et là, nous devons combattre les lobbying qui veulent nous empêcher de sortir ce dossier. Ça, ce sont les projets. Mais Rodolphe Alexandre, il y a eu un congrès des élus pour préparer les États généraux. Les assises des Outre-mer s'ajoutent au programme, sans parler de la conférence des régions ultra-périphériques, donc la semaine prochaine. Les rendez-vous sont nombreux. Ne craignez-vous pas que le combat guyanais ne se perde dans cette masse? Non, je veux rassurer la population qui nous écoute. Nous sommes engagés pour que les 2 aillent de pair.
sans concurrence, sans subordination, mais en complémentarité. Pour notre part, j'ai suivi votre reportage d'hier, je crois, où vous disiez que le préfet allait apporter le livre bleu. Nous allons nous apporter dans notre livre blanc, qui va faire la synthèse de toutes les opérations qui ont été donc réalisées à ce jour. Nous serons capables d'ici le mois de décembre de le présenter à la population, d'en faire un débat, et nous commencerons dès la fin du mois de novembre les premières commissions dans toutes les communes. Je l'ai promis à la population, c'est un engagement par rapport aux accords de Guyane. Donc je veux une fois pour toutes rassurer tout le monde que la CTG va jouer son rôle. Par contre, je vous le dis, il n'est pas acceptable que l'on vienne en Assemblée nous présenter un projet de résolution. Alors, nous sommes des gens responsables qui avons été élus, qui avons été mandatés par la population. Il y a des lois sur lesquelles on doit respecter. Et la résolution finale démontre bien que nous allons supporter et apporter, accompagner les accords de Guyane. Vous évoquez là la réaction, l'intervention du collectif Pour la Guyane décollée. On passe à autre chose maintenant. Un mot sur cette problématique soulevée par l'élu de l'opposition, Gauthier Horth. Il indique dans un courrier qu'un navire guadeloupéen financé par la région de l'archipel pourrait bientôt venir pêcher dans l'espace maritime guyanais. Il dénonce un pillage de nos ressources et propose qu'une décision soit prise à ce sujet lors de la prochaine plénière de la CTG. Étiez-vous informé de cette situation ? Non, ce sont des bruits que nous avons entendus. Moi, j'ai appelé mon collègue Chalus, je ne l'ai pas encore eu au téléphone. J'attends pour en discuter. J'attends de voir avec le CRPM, qui est quand même l'organe fondamental du monde maritime de la pêche, pour qu'on puisse en discuter. Et on va donc ensuite aborder donc ce point. Mais je crois qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Il ne faut pas réagir sur les premières rumeurs qui circulent. Mais c'est vrai qu'il y a une alerte. Merci beaucoup, Rodolphe Alexandre, d'avoir accepté cette